Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de chimie de Terminal S sur la représentation spatiale des molécules. Alors nous allons commencer par revenir sur une notion que vous connaissez déjà, la notion d'isomérie. Donc vous avez vu les années précédentes que deux molécules étaient isomères lorsqu'elles avaient la même formule brute, c'est le cas ici, mais des liaisons entre les atomes qui sont différentes. Elles avaient donc des formules développées différentes, mais la même formule brute. Cette année, nous allons compliquer un petit peu plus les choses en parlant de stéréoisomères, énantiomères, diastéréoisomères, de stéréoisomères de conformation, de configuration et d'isomères de constitution. Si on revient maintenant sur l'exemple que l'on vient de voir, nous pouvons constater que l'atome de fluor n'est pas lié au même atome de carbone. Les formules développées de ces deux molécules sont différentes. Et bien donc ces isomères, c'est ce qu'on appellera donc des isomères de constitution. La formule développée est différente. Cette année, nous allons voir des isomères qui ont même formule brute, même liaison entre atomes, puisque si ce n'était pas le cas, ce seraient des isomères de constitution, et qui pourtant sont des molécules différentes. Alors cette différence, elle va consister dans la disposition de ces liaisons dans l'espace. Et donc, c'est ce qu'on appellera des stéréoisomères. Alors, il existe deux types de stéréoisomères, et nous allons commencer par voir les stéréoisomères de conformation. Alors, voyons cela à travers l'exemple de la molécule d'éthane. Donc, cette molécule d'éthane est constituée uniquement de liaisons simples, et on peut observer des rotations autour donc des différentes liaisons, et notamment de la liaison carbone-carbone. Cette molécule va donc avoir différentes formes, c'est ce qu'on va appeler différentes conformations. Donc on va avoir une conformation ici qu'on va appeler une conformation décalée, et puis en faisant tourner de nouveau, on observera une conformation éclipsée. Ces différentes conformations ont des énergies qui seront différentes. Donc vous voyez ici dans la conformation éclipsée que l'énergie est la plus importante. Alors pourquoi? Parce que effectivement c'est la conformation dans laquelle les atomes d'hydrogène vont le plus se gêner entre guillemets. Alors que dans la conformation décalée, il y a plus d'espace entre les atomes d'hydrogène et donc son énergie est la plus faible. Donc ceci est valable pour toutes les molécules qui possèdent des liaisons simples. Et un autre exemple, l'exemple du butane. Donc voilà, en faisant tourner autour des liaisons, on va avoir différentes conformations possibles et donc différentes énergies pour la molécule. Ces différentes énergies sont dues en fait à l'agitation microscopique, ce qui fait que en fait, ces molécules ne restent pas dans une conformation. Elles passent d'une conformation à l'autre en permanence. Alors avant d'aller plus loin, eh bien, il faut qu'on trouve un moyen de représenter ces molécules qui sont en 3 dimensions sur un papier, donc en 2 dimensions. Alors on va utiliser ce qu'on appelle donc la représentation de Cram. Donc l'exemple du méthane, donc vous voyez bien, cette molécule est en 3 dimensions, et donc on va trouver un moyen pour la représenter sur le papier. Alors tout d'abord, donc nous allons fixer un plan d'écriture et nous allons mettre le maximum d'atomes dans ce plan d'écriture. Donc ici, vous voyez, on va pouvoir positionner 3 atomes dans ce plan d'écriture. Et les liaisons, elles seront représentées donc par un trait plein. Maintenant, pour représenter la liaison qui est devant, eh bien, nous allons la représenter par un triangle plein. Et la liaison qui est derrière, on va la représenter par des pointillés. Alors pour vous aider à bien vous représenter ces molécules en 3 dimensions et à utiliser la représentation de Cram, vous avez des petites applications sur les smartphones qui vous permettent de voir la molécule en 3D et d'avoir sa représentation de Cram. Voyons maintenant un deuxième type de stéréoisomères, ce que l'on appelle donc les stéréoisomères de configuration. Alors il existe dans la nature des objets
qui ne sont pas superposables à leur image dans un miroir. Donc voici deux objets et leur image dans le miroir. Alors si je prends un des objets, par exemple donc l'escargot, et que je viens le placer sur son image dans le miroir, eh bien on voit bien que ça ne correspond pas, ils ne sont pas superposables. Alors c'est exactement la même chose avec la main. Eh bien ces objets qui ne sont pas superposables à leur image dans un miroir, c'est ce qu'on appelle des objets chiraux. Il existe d'autres objets qui ne sont pas chiraux, c'est-à-dire que leur image dans un miroir est superposable à l'objet de départ. Donc ces objets, on va les appeler des objets achiraux. La particularité de ces objets, c'est qu'ils possèdent une symétrie. Eh bien, c'est la même chose pour les molécules. Il existe des molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais qui ne sont pas superposables. Alors en effet, prenons cet exemple-là. Donc si je retourne ma molécule et que je viens la superposer sur la molécule de départ, on voit bien que ça ne correspond pas. On n'obtient plus la même molécule. Eh bien, ces molécules-là, ce qu'on va appeler donc des molécules qui sont chirales, c'est-à-dire qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir et ne sont pas superposables. Et ce couple de molécules formera ce qu'on appelle des énantiomères, un couple d'énantiomères. Alors, voyons maintenant quand est-ce qu'une molécule sera chirale et possédera donc un énantiomère. Prenons un exemple. Donc, pour savoir si cette molécule est chirale, nous allons chercher son image dans un miroir. Donc, le voici. Et nous allons maintenant vérifier si elle est superposable ou non à la molécule de départ. Donc on va faire un demi-tour à notre image dans le miroir et on constate que l'image dans le miroir n'est pas superposable à la molécule de départ. Vous voyez, les groupes OH et H ont été inversés. Cette molécule est donc chirale. Prenons un deuxième exemple. On cherche là aussi son image dans le miroir. On fait faire un demi-tour à son image pour voir si elle est superposable. Et dans ce cas-là, l'image dans le miroir est bien superposable à la molécule de départ. Donc cette fois, cette molécule ne sera pas chirale, on dit qu'elle est achirale. Nous avons donc ici deux exemples de molécules, une qui est chirale et l'autre qui est achirale. Comparons un peu la constitution de ces deux molécules, voyons les différences qu'il peut y avoir entre les deux. Alors si on regarde effectivement la première molécule, ou notre exemple qui est tout en haut, on peut constater que sur le carbone central, il y a 4 groupes différents qui sont reliés à cet atome de carbone central. Eh bien, cet atome de carbone sera dit un carbone asymétrique et on va le noter par une petite étoile. Donc la molécule de départ aussi est bien sûr asymétrique. Sur notre premier exemple, on constate là aussi que le carbone central est lié à 4 groupes différents, un groupe CH3, un groupe Cl, un groupe OH et un groupe hydrogène, un atome d'hydrogène. Donc on a bien ici un carbone asymétrique. Alors que dans le deuxième exemple, le carbone central n'est pas un carbone asymétrique, puisqu'il est lié à 2 atomes d'hydrogène. Donc on retrouve 2 groupes identiques. On a donc un critère qui nous permet de déterminer si une molécule est chirale. En effet, lorsque une molécule possédera un carbone asymétrique, la molécule sera forcément chirale. Lorsque cette molécule possédera plusieurs carbones asymétriques, alors là, ce sera différent. Il va falloir chercher l'image dans le miroir et voir si elle est superposable. Mais lorsqu'elle ne possède qu'un seul carbone asymétrique, la molécule est forcément chirale. Une définition concernant les énantiomères, lorsqu'on possède un mélange équitable de 2 énantiomères, eh bien ce type de mélange, c'est ce qu'on appelle un mélange racémique. Voyons maintenant un deuxième type de stéréoisomères de configuration. Ce sont ceux qui ne sont pas énantiomères. Eh bien, on va les qualifier de diastéréoisomères. Alors, vous les connaissez déjà, vous avez vu ça l'année dernière. Voilà, exemple de 2 molécules diastéréoisomères.
ce sont toutes les deux des molécules de but de N et elles ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, donc elles ne sont pas énantiomères. Ces deux molécules sont bien sûr différentes puisque vous voyez que les deux groupes CH3 ne se situent pas du même côté de la double liaison carbone-carbone. Lorsque les deux groupes les plus volumineux se situent du même côté de la double liaison carbone-carbone, eh bien nous qualifierons cet isomère d'isomère Z. Donc ici, nous aurons le Z but de N. Donc Z vient de l'allemand zusammen. Lorsque les deux groupes seront de côté opposé par rapport à la double liaison carbone-carbone, eh bien nous aurons l'isomère E. Donc ici, le E but de N, de l'allemand Entgegen. Alors, voyons maintenant ce qu'il se passe lorsqu'une molécule possède deux carbones asymétriques. Alors, c'est le cas de notre molécule A. Vous voyez ici deux carbones asymétriques. Chacun des carbones est relié à quatre groupes différents. Eh bien, ce type de molécule va nous permettre d'avoir quatre configurations différentes. Donc, voilà les quatre configurations différentes de cette molécule. Nous allons maintenant chercher les liens qu'il y a entre les différentes configurations, c'est-à-dire voir si ces molécules forment un couple d'énantiomères ou un couple de diastéréoisomères. Commençons par les molécules A et B. Alors dans un premier temps, on peut constater que la molécule B est l'image de la molécule A dans un miroir. En faisant faire un demi-tour à la molécule B et en essayant de la superposer à la molécule A, on se rend compte qu'elle n'est pas superposable à la molécule A. En effet, les groupes H et OH de chacun des carbones asymétriques ne correspondront plus. Et bien donc, ces deux molécules vont former un couple d'énantiomères. Regardons maintenant ce qu'il se passe pour les molécules A et C. Bien, on peut constater que les deux molécules se ressemblent beaucoup, à part une inversion des groupes H et OH sur le deuxième carbone asymétrique. Cette inversion des deux groupes va faire en sorte que ces deux molécules ne peuvent pas être images l'une de l'autre dans un miroir. Elles vont donc former un couple de diastéréoisomères. Comparons maintenant les molécules C et D. On constate qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir, et lorsqu'on fait faire un demi-tour à la molécule D, elle n'est pas superposable à la molécule C. Ces deux molécules, C et D, vont donc former un couple d'énantiomères. Si on compare les molécules B et D, eh bien elles se ressemblent beaucoup, à part effectivement une inversion des groupes H et OH sur le premier atome de carbone asymétrique. Donc en fait, on se retrouve dans le même cas que les molécules A et C. Elles vont donc former un couple de diastéréoisomères puisqu'elles ne peuvent pas être images l'une de l'autre dans un miroir. Si on compare les molécules A et D, on constate qu'elles ne peuvent pas être images l'une de l'autre dans un miroir. Elles vont donc former un couple de diastéréoisomères. Et on finit en comparant la molécule B et la molécule C. Elles aussi ne peuvent pas être images l'une de l'autre dans un miroir. Elles vont donc former un couple de diastéréoisomères. Vous voyez donc que lorsqu'une molécule possède deux carbones asymétriques, on va avoir quatre configurations différentes. Et il va falloir faire une étude plus poussée pour savoir si ces molécules vont former des couples d'énantiomères ou de diastéréoisomères. Pour résumer, eh bien, les isomères se répartissent en deux catégories. Donc, premièrement, les isomères de constitution, pour lesquels les formules semi-développées seront différentes, et puis les stéréoisomères. Ces stéréoisomères vont eux-mêmes se partager en deux catégories, les stéréoisomères de conformation, pour lesquels on va avoir des rotations autour des liaisons simples, et puis les stéréoisomères de configuration, dans lesquels on va trouver donc d'une part les énantiomères et d'autre part les diastéréoisomères qui ne sont pas énantiomères.
Terminons ce cours par un point de culture scientifique en parlant de Pasteur qui a été le premier à découvrir la chiralité en 1848. En effet, en faisant cristalliser de l'acide tartrique, il s'est rendu compte qu'il obtenait deux cristaux différents qui étaient images l'un de l'autre dans un miroir et qui n'étaient pas superposables. Il a ensuite eu l'idée de dissoudre ces cristaux dans de l'eau et de faire passer de la lumière à travers. Et il s'est rendu compte effectivement que la lumière ne réagissait pas de la même façon à travers donc les différentes solutions. Donc si vous voulez en savoir plus sur la polarisation de la lumière, vous pouvez cliquer sur ce lien. Il en a déduit par la suite que cette asymétrie qu'il observait sur les cristaux d'acide tartrique bien devait être due à une asymétrie dans les molécules d'acide tartrique. Et effectivement, en effet, ces molécules possèdent deux carbones asymétriques et donc forment un couple d'énantiomères. Pour distinguer deux énantiomères, eh bien, on va pouvoir les qualifier de R et S, plus et moins, ou L et D, notamment en SVT pour distinguer les acides aminés, par exemple l'alanine. Donc tout cela ne fait pas partie du programme de Terminal S. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que deux énantiomères peuvent avoir des effets biologiques différents. En effet, on peut parler de la thalidomide, qui était un médicament qui était prescrit dans les années 50 aux femmes enceintes. C'était un anti-vomitif. Alors le problème, c'est que cette molécule possédait deux énantiomères, donc il y avait bien un énantiomère qui avait un effet anti-vomitif, mais l'autre énantiomère, malheureusement, a entraîné des malformations sur le fœtus. Ce qui fait que ce médicament a été très vite retiré de la vente. Voilà, ce cours se termine. Merci, au revoir et à bientôt.